C'est parti. Bon, alors, comble du narcissisme, hein, je m'auto-filme. Hein, voilà, c'est pour ça que j'ai laissé pousser ma moustache, c'était pour être plus élégant sur. Non, ça c'est ton côté hongrois. C'est mon côté hongrois, voilà, exactement. Oui, c'est vrai, parce que je cultive le côté hongrois. Alors en fait, pour présenter un petit peu plus la conférence par rapport à ce qu'a fait Denis, Denis m'a demandé de m'intéresser à une méthode qui s'appelle la méthode IPM, qui a été développée justement en Hongrie par l'Observatoire de Concolly. Donc il m'a demandé de me renseigner dessus, d'essayer de comprendre ce que je pouvais comprendre et de vous le restituer. Alors effectivement, une des problématiques, c'est que les écrits, notamment autour de cette méthode, sont en hongrois, hein, puisque la thèse du principal créateur est écrite dans cette langue. Donc malgré effectivement la moustache, je n'ai pas progressé d'un iota en hongrois. Voilà, donc je vais essayer de vous décrire un petit peu ce que j'en ai compris et les applications que ça a. Voilà. Mais dans un premier temps, je vais revenir à une version plus simple de la problématique. Donc, comme elle s'appelle IPM pour inverse photométrique méthode, c'est qu'il y a une méthode qui n'est pas inverse. Voilà, et c'est par celle-là que je vais commencer. C'est ce qu'on appelle la méthode de Bad et Weselink. Donc ça, c'est donc Monsieur Bad, puisque c'était la question, et ça, c'est Monsieur Weselink. Voilà. Donc, la méthode de Bad-Weselink, elle demande à la fois d'avoir des mesures photométriques, des courbes qui vont avoir été faites dans différents filtres, et des mesures spectroscopiques de vitesse radiale. Donc là, il y a vraiment un mariage des deux techniques qu'on utilise ici. Donc en gros, on va mesurer, il faut au moins donc, des mesures dans deux bandes, pour avoir un indice de couleur, avoir une couleur, et une vitesse radiale. On injecte tout ça dans Bad-Weselink, il sort derrière la vitesse de pulsation et les rayons et d'autres paramètres physiques. Voilà, je vais détailler après, hein, ça c'est juste pour le principe général. Alors, petit rappel élémentaire, puisqu'il a été traité plus en détail tout à l'heure sur le corps noir. Voilà, donc avec une répartition, donc ça c'est la luminance énergétique, hein, donc c'est le spectre du corps noir. Pour avoir effectivement la puissance totale émise, on va intégrer cette fonction. Donc ça consiste à calculer la surface qui est en dessous. Voilà, et cette intégrale, elle est, et ça c'est la loi de Stefan Boltzmann, elle est proportionnelle à la puissance quatrième de la température et à un paramètre sigma qui est une constante, qui est la constante de Stefan Boltzmann. Voilà, donc ça nous donne une puissance surfacique. Si on veut la puissance rayonnée au total par l'étoile, il nous faut connaître sa surface, d'où le petit s sigma t4 pour la puissance rayonnée totale. Voilà. Alors je m'excuse tout de suite, mais je ne suis pas consistant dans mes notations, hein, donc parfois il y a des lettres qui représentent la même chose et qui sont pour autant différentes. Voilà, petite remarque tout de suite sur la magnitude bolométrique. Quand on fait les mesures dans une bande particulière, en fait on va mesurer comment la puissance émise dans une certaine bande de longueur d'onde. On n'a pas accès à 100% de la puissance qui est renvoyée par l'étoile, puisqu'il faudrait faire à la fois des mesures dans les rayons gamma, dans les ondes radio, etc. Donc il y a un facteur de correction qui permet de passer de la mesure dans une bande à la mesure totale, et c'est la correction bolométrique. Voilà. Donc, la méthode de Bad-Weselink. Donc là, ça c'est un côté pour ceux qui sont allergiques aux formules, on va dire que c'est pour le cerveau droit, et puis ça c'est un côté pour ceux qui sont plutôt dans le langage, on va dire, donc ça c'est les visuels et ceux qui sont dans le langage, donc avec une vision plus algébrique des choses, voilà. Mais c'est à peu près la même chose, hein, voilà. Donc, le principe, donc j'ai trois courbes, hein, là ça se voit pas forcément très bien, qui sont tracées en fonction du temps. Ici j'ai l'indice de couleur, ça peut être n'importe quel indice de couleur, B-V par exemple. Hein. Ici j'ai la luminosité de l'étoile sur la même période, donc là elle est décroissante. Et ici j'ai la vitesse radiale, ou la vitesse de pulsation. On va simplifier pour l'instant, je viendrai après à la différence entre la vitesse radiale et la vitesse de pulsation. Le principe, c'est qu'on va prendre deux points de la courbe qui ont la même brillance de surface, c'est-à-dire la même couleur.
Hein, donc même indice de couleur, même couleur. Donc on sait que la puissance rayonnée par l'astre, elle est identique en ces deux points. Okay. Pourtant, on a deux luminosités au final qui sont différentes. Pourquoi? Parce que c'est la surface de l'étoile qui a varié, puisqu'il y a une expansion. Ici, une expansion de l'étoile. Voilà. Donc, on choisit ces deux points-là. À partir de ces deux points-là, on peut trouver le rapport entre les rayons de l'étoile, entre cet instant T1 et cet instant T2. Et à partir de la vitesse, on peut trouver la différence qu'il existe entre le rayon de l'étoile à cet instant T et le rayon de l'étoile à l'instant T2. Alors ça se fait par intégration. C'est ici, hein, puisqu'on sait que le déplacement, c'est une primitive de la vitesse. Voilà. Donc ça, c'est très simple. Ensuite, pourquoi ici on a un rapport et pas une différence, alors que ici, cette distance-là, on pourrait imaginer que c'est plutôt une différence. C'est parce que les logarithmes, ils transforment les soustractions en division. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les a inventés. Hein. À la base, c'était pour éviter de se casser la tête à faire des multiplications compliquées. C'est beaucoup plus facile de faire des additions. Donc voilà. Donc du coup, ils ont cette propriété-là. Or, les magnitudes, on les mesure avec des logarithmes. Voilà. C'est ce qui fait le lien et qui permet de retrouver ce rapport plutôt qu'une différence, contrairement à ce qui se passe par ici. Voilà. Donc pour revenir, donc là on retrouve en fait la loi de Stefan Boltzmann. On sait que le flux ici au point 1, il est proportionnel à la surface. Donc c'est 4 pi r carré, la surface d'une sphère. Il est proportionnel à la puissance quatrième de la température, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et puis il est proportionnel à ce facteur sigma. Voilà, et ça, c'est dû à la distance, c'est la distance à laquelle on est de l'étoile, hein, puisqu'évidemment, la puissance surfacique, elle va diminuer plus on est loin de l'étoile. Voilà, flux 2, c'est pareil, sauf que la seule chose qui a changé, c'est le rayon, puisque les températures vont être a priori les mêmes, puisqu'on a choisi la même brillance de surface, parce qu'on a choisi deux points avec le même indice de couleur. Voilà. À partir de ça, si on s'amuse à faire les rapports, en passant avec la partie logarithmique, on va se retrouver avec la racine carrée de ces flux, puisque tout ça, ça va sauter, hein, ça va se simplifier en fait. Hein. Voilà, et c'est ça qui permet de trouver, voilà, une fois qu'on a ces deux équations qui nous donnent à la fois le rapport entre R2 et R1 et la différence entre R2 et R1, on connaît les rayons de l'étoile à ces deux positions. Voilà. Donc ça, c'est une des versions de la méthode de Bad-Woseling, sachant qu'il y en a plein, des plus ou moins raffinés, mais c'est pour le principe, l'esprit général. Hein. Voilà. Ensuite, en pratique, effectivement, c'est un peu plus compliqué, comme je le précise. Alors là, je vais reprendre les notions qui ont déjà été données, donc je fais exprès. Voilà, c'est que la luminosité, on la mesure sur la photosphère, alors que les vitesses radiales, on les mesure sur les raies. Et les raies, elles ne se forment pas dans la photosphère. On le sait maintenant, elles se forment dans l'atmosphère, à différents niveaux, etc. Enfin, vous avez écouté la conférence, comme moi, qu'il y a eu auparavant. Donc déjà, il y a ce premier phénomène de différence d'endroits dans lequel on fait les mesures. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le facteur de projection, petit p, qui fait que la vitesse radiale qu'on mesure, ce n'est pas la vitesse de pulsation de l'étoile. D'abord par un effet purement géométrique. Hein, on voit bien que l'étoile, elle pousse vers le haut, vers le côté, enfin voilà, de manière radiale, hein, selon le rayon. Et ce qu'on va mesurer, c'est la projection ici, de cette vitesse. Donc déjà, il y a un facteur géométrique. Ensuite, il y a aussi un facteur qui est dû à l'assombrissement du limbe. Ça a été expliqué aussi tout à l'heure, certainement bien mieux que je vais le faire. Mais effectivement, les photons qui sont ici, comme ont des couches d'opacité, enfin des couches de profondeur optique différentes, je dis peut-être des conneries là, je fais attention parce qu'il y a eu une explication sur ça juste avant, qui sont différentes, qui fait que c'est pas les mêmes, là c'est la base de la photosphère qui va émettre ce photon-là, ici celui-là il vient du haut, en fait celui qui serait quasiment là, il a quasiment une quantité infinie à traverser pour arriver par là, celui qui tendrait avec la verticale. Voilà. Donc ça c'est les petites corrections réelles qu'il faut rajouter. Ah bon, j'avais l'impression de parler fort, donc je m'excuse, je vais parler encore plus fort, certainement. Voilà. Donc dans la réalité, il faut rajouter ces facteurs-là. Donc ensuite, pourquoi on ne va pas utiliser cette méthode-là et pourquoi je vais vous présenter la méthode IPM?
parce que finalement ça c'est très bien, ça fait le job, c'est qu'il faut à la fois avoir des données photométriques, ça c'est la première chose, et en même temps des données spectroscopiques, le tout sur toute la phase, si on veut faire vraiment suivre l'évolution du rayon de l'étoile, etc. Donc il faut du temps, et il faut des grosses gamelles. Voilà, donc ça, parce que pour faire de la spectroscopie à des vitesses radiales, de machins qui sont à magnitude 10, 12, c'est compliqué. Voilà, donc en fait dans la réalité, ça a été fait pour une vingtaine de RRAB, c'est-à-dire qu'on dispose de données spectroscopiques et photométriques complètes sur des cycles complets que pour une vingtaine de RRAB, une dizaine de RRAB Blaschko. Donc, finalement c'est assez limité. C'est mon prochain télescope, une grosse gamelle. Tu m'as dit il faut des grosses gamelles. Donc moi j'ai suivi le conseil. Je me suis dit voilà, donc je suis. Donc l'inverse photométrique méthode. Quel est son intérêt? C'est que c'est pour ça que je suis ravi de présenter ça à une assemblée de spectroscopistes. C'est qu'on n'a pas besoin de spectroscopie. On fait tout avec la photométrie. Alors quel est le principe? Alors du coup, c'est un peu plus technique que le principe général que j'ai montré. Donc c'est quelque chose donc, qui a été développé, comme je disais, à Concoli tout à l'heure, par un monsieur qui s'appelle Adam Sodor. Voilà. Il faut des courbes en B, des courbes en V, des courbes en I. Donc tu vois, il y a deux filtres qui te manquent, le V et le I, ou éventuellement on peut se démerder avec juste V et I. Voilà, mais ça tombe mal, c'est les deux filtres que tu n'as pas, puisque c'est comme ça. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de la métallicité, mais on va l'obtenir de manière empirique par la suite. On a besoin de modèles d'atmosphère. Voilà, on va en parler également par la suite. On a besoin de la gravité en fonction de la phase, c'est pareil, on va montrer comment on la calcule par la suite. Ensuite, on a un algorithme d'ajustement, et à partir de tout ça, on va pouvoir sortir la température effective, en fonction de la phase, la luminosité. Alors ça, j'ai mis des trucs en vert, ça c'est les trucs qui intéressent Denis, en fait. Parce qu'avec ça, il met ça sur son diagramme HR, il voit comment ça se déplace, et comme son modèle est basé sur la position des RR dans le diagramme HR, et qu'a priori il est basé sur 9 étoiles, si j'ai bien compris, et que ce serait bien d'essayer de le renforcer, ou de l'invalider en trouvant des cas particuliers. 9 plus 19. D'accord, voilà. Donc il est basé sur 9 Blaschko et 19 non Blaschko. Donc l'idée c'est de compléter ça pour éventuellement réussir à valider ou invalider, on ne sait pas. Voilà, et, accessoirement on va trouver la distance, on va récupérer aussi l'extinction sur le chemin, etc. Bon, ça c'est à la limite, c'est des données secondaires qui n'intéresse pas ici, voilà, parce que ce qui compte c'est l'objectif astrophysique, donc ça on s'en fout par rapport à ce qui nous intéresse. Alors, le principe général, c'est qu'on va déterminer la température effective et la vitesse de pulsation par des relations empiriques. Ensuite, il va y avoir un algorithme d'ajustement qui fait varier ces valeurs afin de reproduire au mieux les courbes photométriques. C'est-à-dire que ça marche à l'envers. Au lieu de prendre des courbes photométriques et de trouver des valeurs, on va prendre des températures efficaces et des vitesses de pulsation, on va essayer de reproduire artificiellement, je vais le détailler après, les courbes photométriques. Et c'est pour que vous gardiez le principe en place. Première chose, il faut trouver la vitesse de pulsation. Ah ben ça, il y a une relation empirique pour les RR qui nous la donne en fonction de la magnitude IC. Voilà, donc c'est un petit polynôme, ça fait 1,38 fois la valeur de la magnitude dans la bandille, plus 194,8, etc. Et à chaque fois au carré, au cube, etc. Je dis ça parce que la notation est assez compacte pour ceux qui sont un peu allergiques aux mathématiques, mais c'est juste des additions et des multiplications. Donc il n'y a rien de bien compliqué, on peut le faire avec un tableur Excel une fois qu'on a les mesures qu'on a obtenues. Le petit c, c'est CI, c'est les coefficients qui sont ici, de 0 à 7, en fait, 1,38, 194, etc. Donc en fait, c'est 1,38 fois, alors 1,38 plus 194,8. Ah, l'indice C, non, c'est pour cousin, Johnson cousin. Donc c'est la bande où on utilise des filtres, voilà, c'est des filtres photométriques Johnson cousin. Oui, effectivement, si c'était dans un autre système photométrique, il doit y avoir d'autres types de relations peut-être qui permettent
de retrouver la vitesse de pulsation. Et l'étoile, c'est effectivement pour indiquer qu'on a soustrait la valeur moyenne de la phase. Voilà. Donc à partir de ça, on trouve la vitesse de pulsation. Premier élément qu'on a. Ça, c'est un des. RRAB, enfin RR-Liret, RR type AB. Je ne suis même pas sûr que ça marche pour les autres. Je ne sais pas, peut-être une quinzaine ou une vingtaine aussi, c'est pareil. Ça manque de mesure, parce qu'ils sont basés sur ceux des vitesses qu'on connaît radiales, et a priori on n'en connaît que sur complète, que sur une vingtaine d'étoiles, on a vu auparavant. Donc, oui. J'ai bien compris, IC c'est la magnitude Ouais. dans la bande I. Oui, voilà, c'est ça. Le système de M. Cousin. De Monsieur Cousin. Voilà, mais c'est le Johnson Cousin, c'est le même. Hein, voilà. Parce qu'en fait, Johnson, il fait que UBV. R et I, c'est du Cousin. C'est quoi la bande I? La bande C'est l'infrarouge. Alors, je n'ai pas les valeurs en tête, mais. Oh, c'est proche infrarouge, proche infrarouge. Ah oui, oui, proche, proche. Enfin, on ne le voit pas à l'œil nu, quoi, a priori. On est au-delà des 700 nanomètres. Ah oui, tranquille, oui, au contraire, on a du jus là. C'est même au contraire où ça marche le mieux. Puis en plus, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de turbulence là-dedans. Donc on arrive à les... Non mais c'est vrai, l'atmosphère, elle fout plus le bordel en B, en U. Donc là, on arrive à avoir des bonnes précisions photométriques. Donc ça, c'est sympa. Donc ils disent que leur template permet d'obtenir des vitesses radiales avec une précision de 3,5 km par seconde. dans les phases calmes. Dans les phases calmes, c'est-à-dire hors choc, c'est ça? Oui, certainement hors choc, ouais. 800 nanos. 800 nanos, ok. D'accord, ok. Bon, sachant que ça, c'est d'abord une détermination empirique, ça va être complètement modifié par la suite dans la méthode. Hein. Ensuite, on va déterminer la température effective, donc c'est pareil, il y a une relation avec des coefficients. Et là, du coup, là, il nous faut aussi les mesurements de V, et on calcule l'indice V moins I. Ok? Donc magnitude en V moins magnitude en I. Bon. On injecte tout ça, donc deux tableaux Excel, une fois que c'est fait, toute une unité de mesure, ou en 2 clics, ça marche tout seul. Pardon? Avant que ça marche tout seul, c'est bien. Oui, presque. Ensuite, il faut connaître la métallicité. Alors, pour connaître la métallicité, il y a une relation. Alors, celle-là, c'est un peu plus technique. Il faut faire la décomposition de Fourier du signal. Alors, en fait, ça marche pour toutes les bandes, hein, ça ne change pas grand-chose, puisqu'on va trouver les mêmes valeurs. On prend la troisième harmonique, ok, de cette décomposition. On va, c'est ici, hein, phi 3, 1, hein, donc on va prendre la troisième harmonique et on va lui soustraire 3 fois la valeur de la phase de la première harmonique. C'est les valeurs de phase, hein, je n'ai pas précisé, excusez-moi. Donc c'est la valeur de la phase de la troisième harmonique moins 3 fois la valeur de la phase de la première harmonique. Voilà, et il se trouve que ça, plus... Pourquoi quoi? Phi K1, pourquoi K1? Parce que c'est un problème de... Moins 5. Problème de notation, mais effectivement, ce sont des indices. Voilà. Donc on trouve donc la métallicité, hein, donc c'est le rapport entre la quantité de fer et de H, et puis c'est logarithmique en plus, hein, et le tout en unité solaire en fait. Hein, donc il y a une soustraction du logarithme de la valeur Fe sur H pour le Soleil. Enfin bon, ouais, peu importe. Donc une étoile qui aurait 0, en fait, elle aurait la même métallicité que le Soleil. Une qui aurait moins 0,05, par exemple, parce que c'est négatif aussi, ça veut dire qu'elle est moins que le Soleil, et plus 0,5, mais c'est logarithmique, donc, et c'est en base, enfin c'est logarithmique en base 10, donc ça veut dire qu'un truc qui aurait 2 de métallicité, ça fait 2 zéros, ça fait 100 fois plus que le Soleil, 3, ce serait 1000 fois plus de métal que le Soleil, enfin de rapport entre le fer et l'hydrogène. Pas de quantité totale. Hein, puisque tu avais beaucoup de place sur ton transparent dans la partie verte, oui. on pourrait marquer toutes ces petites définitions. D'accord. Oui, là je le détaillais, mais bon après, voilà, peut-être vous savez déjà ce que c'est que la métallicité, comment on la définit, comment on la calcule. C'est les paramètres de base de la physique stellaire, en fait. Voilà. Ensuite, il nous faut déterminer la masse. Alors pourquoi on détermine la masse? Parce qu'en fait, on veut déterminer la gravité. Donc, le rayon moyen, ça, on va récupérer ça quand on fait l'intégration de la courbe de vitesse radiale. La température effective moyenne sur le cycle de pulsation, on l'a pris tout à l'heure, on l'a déjà calculé. La période, ça c'est facile à mesurer, on la connaît, ou de toute façon, c'est à chaque fois qu'il y a un maximum. Voilà.
Donc on injecte ça là-dedans, et ça nous donne le logarithme de la masse. C'est pareil, c'est une relation empirique, hein. Ça vaut ce que ça vaut, il n'y a pas de base physique théorique derrière. On prend les données, on les a mesurées par ailleurs, et puis on essaye d'ajuster les trucs, et on trouve qu'il y a cette relation mathématique entre les deux, mais ça n'a pas de signification physique a priori. Voilà, enfin si là c'est un peu plus... enfin bon, bref. Détermination de la gravité. Quels sont les paramètres les plus sensibles dans ta relation log de n? Les plus sensibles, bonne question. C'est log de R, log de P ou log de TF qui est le plus sensible? Alors le rayon, il va être en unité solaire, là, le rayon moyen, donc ça doit être un chiffre assez petit, c'est la température effective qui doit le plus jouer, du coup. Non? Pratiquement pour déterminer ça, tu prends une série d'étoiles, tu mets log de n d'un côté et tu mets log de TF en bloquant log de R et log de P. Si tu fais- Oui, ou tu fais directement en 4 dimensions, mais il faut pouvoir le visualiser. Non, je blague, mais je ne sais pas exactement comment ils l'ont... Enfin, je pense qu'ils ne l'ont même pas tracé graphiquement, en fait, hein. Ils ont pris tous ces paramètres-là, ils cherchent toutes les relations qui sont possibles. Par exemple, je sais que pour phi3.1, là, en fait, ils ont testé toutes les combinaisons linéaires de tous les paramètres de Fourier possibles et inimaginables pour trouver la relation qui colle le mieux avec... celle-là, elle donne la métallicité, en fait, hein. Donc là, je pense que c'est exactement la même façon. Ils prennent tous les paramètres qu'ils connaissent, et puis ils doivent tester toutes les combinaisons linéaires, voire même non linéaires, parce qu'il y a des logs du truc, hein. Là, je ne sais pas comment ça a été mis au point, en fait, hein. Voilà. Sachant que de toute façon, ça c'est pareil, c'est des valeurs qui sont provisoires dans la méthode, hein. C'est pour rentrer dans la méthode, on va calculer ces valeurs. Donc à partir de la masse, on peut retrouver l'accélération, on l'a parce qu'on a la vitesse radiale qu'on a calculée auparavant, pareil pour le rayon, et avec cette relation-là, on va trouver la valeur de la gravité. Je vous sens dubitatif, hein. Non, mais alors après, ça devient moins empirique, là on va rentrer dans la théorie, justement. Ensuite, on va prendre des modèles d'atmosphère. Alors là, on ne peut être pas plus dans la théorie que ça. Donc on va prendre des modèles d'atmosphère. A priori, pour la méthode IPM, ils utilisent les méthodes de M. Castelli et M. Kuruczuk, là. Kurutz, je ne sais pas comment on prononce. Kuruczuk, voilà. Et en fait, ces tables d'atmosphère, donc c'est les fameux super tableaux Excel que tu aimes bien, comment tu leur donnes une valeur de gravité, une valeur de métallicité, une valeur de température effective, et eux, ils te renvoient des indices de couleur et les corrections bolométriques. Donc tu n'as qu'à les lire dans la table. Ça, c'est les théoriciens qui ont calculé qu'une étoile qui a telle température effective, telle métallicité, telle valeur de gravité, elle a tel indice de couleur, etc. Donc en fait, sauf que ces valeurs-là varient, donc on va les calculer chaque point pour chaque point de la phase, hein, puisqu'en fait on a des courbes, hein. Donc on va reconstruire des courbes d'indices de couleur synthétiques, qui ne sont pas celles qu'on a mesurées au départ, hein. Celles qu'on a mesurées au départ, elles ont servi juste à trouver des paramètres empiriques qu'on injecte dans le modèle. D'accord ? Également, on va déterminer avec cette relation-là la magnitude dans la bande V. D'accord ? Ensuite, il y a un algorithme d'ajustement par les moindres carrés, en fait, hein, qui s'appelle l'algorithme de Levenberg-Markov. Je n'ai pas trouvé leurs photos, je les ai cherchées pour vous les mettre, mais désolé, je ne les ai pas trouvées. Cet algorithme va faire varier ces courbes synthétiques de manière à les ajuster aux courbes qu'on a vraiment mesurées au départ, qu'on a fait mesurer en photométrie tout au départ. Et pour faire varier ces courbes, ils font varier tous les éléments qui sont dans les valeurs qu'on a calculées de manière empirique, enfin les valeurs qu'on a calculées de manière empirique, donc la température effective, la courbe de vitesse, la distance de l'étoile, c'est pour ça qu'on récupère aussi du coup l'extinction, et le rayon. Et du coup, une fois qu'on a trouvé les paramètres de température effective, de vitesse, de distance et de réseau qui reproduisent des courbes, on a fini. On connaît la température effective, etc. Luminosité aussi, hein, je n'ai pas tout détaillé, mais tous ces paramètres sont liés par des relations. Donc, Tu fais comment ton ajustage là? Je suppose que les paramètres ils sont encadrés par des valeurs physiques qui... Alors, effectivement, pour éviter qu'ils convergent vers des solutions non physiques,
l'algorithme, on peut lui fixer des pénalités en lui disant il ne faut pas que tu t'éloignes de la courbe empirique de température effective de plus de temps, etc. Parce que sinon il va partir, il va commencer à trouver des trucs. Voilà, il faut que ça reste continu, il y a tout un tas de choses comme ça qui contraignent l'algorithme, qui lui-même pourrait faire un ajustement, du coup, qui serait une solution non physique, et puis pourtant serait un meilleur ajustement voilà. Donc, Ça, c'est plus à la portée du tableur Excel. Ah non, ça, c'est pas à la portée du tableur Excel, non. Non, c'est pas à la portée du tableur Excel. Là, il faut une implémentation, voilà. Alors, voilà. Pour l'instant, j'explique la méthode IPM. Enfin, en plus, j'explique ce que j'en ai compris. Voilà, il faut aussi le préciser. Connaissance des erreurs induites par le fait que les modèles de Kourous, là, sont des modèles statiques. Donc, Alors ils en parlent, ils disent que c'est pas grave. Alors effectivement, ils en parlent, que effectivement, on est hors de, normalement, quand il y a des chocs, on est hors de l'équilibre, comme en thermodynamique. D'ailleurs, on en parlait aussi tout à l'heure de ces histoires d'équilibre thermodynamique, et voilà. Mais effectivement, pour eux, ça n'a pas dans le papier, ils discutent de cet aspect-là, mais pour eux, ça n'a pas d'incidence particulière. Effectivement, ils disent que et de toute façon, il n'existe pas de modèle hors de l'équilibre thermodynamique. c'est une meilleure raison. Mais il n'y a pas seulement le Déjà. critère à l'ETL, il y a aussi le fait que l'atmosphère va subir des amplitudes de déformation nettement plus conséquentes que si on essayait de modéliser ça par une succession de modèles statiques. Et ça doit induire une erreur, et ils n'ont pas cherché à l'évaluer. A priori, ils n'en parlent pas de ça. Voilà. Bon, quand je rapporte la méthode, je ne suis pas le père, loin de là. Voilà. Donc, en résumé, si je résume toute la procédure complète, mais je pense que vous avez compris le principe, on prend des mesures en V en I, on détermine la vitesse de pulsation, la température effective, la métallicité, la gravité, avec des relations empiriques. On obtient des courbes synthétiques qu'on va récupérer dans des tables de modèles d'atmosphère. Et ensuite, on fait varier la température effective, la vitesse de pulsation, la distance et le rayon moyen. Et on retrouve les courbes initiales à l'aide de l'algorithme d'ajustement. Et ça y est, on a obtenu les paramètres de l'étoile. Et on peut les livrer à Denis. Enfin non, parce qu'il dit que c'est toujours tout est modèle dépendant. De toute façon, quand tu fais une mesure, c'est quand tu mesures une raie, c'est parce que tu dis que c'est de l'hydrogène, parce que c'est bien un modèle. Quelque part, on n'a pas été ramassé directement sur l'étoile. De quoi ? Tu peux avoir une erreur sur la mesure dans le cas des vitesses radiales, ou alors une impossibilité de mesurer De toute façon, c'est toujours théorique, on se raccroche toujours à la théorie, donc de toute façon, tout est théorie dépendant. C'est une méthode itérative, ça. C'est une méthode itérative, oui. Mais moi, je vois à peu près comme on peut faire le début, là, les 4 premières lignes, mais après, pour l'ajuster. Alors la suite, il faudrait avoir l'implémentation de la méthode là, de Levenberg, Mark Cart, je ne sais pas comment on prononce non plus. Ouais, et ça c'est toute la question. On trouve sur le web des implémentations en C ou autres, etc. Mais il faut celle qui a été faite dans l'application de l'astronomie. Et c'est là qu'on a besoin de nos amis de Concoli, voilà, avec lesquels nous sommes rentrés en contact. C'est la suite. De Concoli, les gens qui ont fait cette méthode-là. En fait, moi, je suis rentré en contact avec Adam Sodor, qui est donc la personne qui a fait cette méthode-là. En fait, j'ai fait des mesures. Alors, je vais continuer à la suite, rapidement. C'est sa thèse, ouais. C'est sa thèse, et il y a eu des articles. Je regarde pour ne pas dépasser trop. Moi, j'ai fait des observations. Donc ça, c'est à Concoli, il travaille avec un T60 cm robotisé. Okay, donc c'est intéressant parce que c'est taille amateur. Enfin, un gros amateur, mais enfin, bon, c'est jouable. Moi, je joue avec ça à côté, donc forcément, j'ai un C9 en manuel et une super tente. Voilà. Donc, le match, je vous montre. Donc ça, c'est les mesures que j'ai fait cet hiver. Ça, c'est ce que j'obtiens à Metz. Donc Metz, c'est là où j'habite, je précise. Et Concoli, c'est l'observatoire à côté de Budapest. Donc ça, c'est tous les points de lumière qui ont été ajustés avec la période de pulsation de l'étoile. Okay, donc avec la valeur moyenne. Donc là, on voit bien l'effet Blaschko d'ailleurs. Il y a un élargissement, ça c'est dû à ça. Ensuite, ici, on a les variations là, on a comme rangé en fonction de la période, on a phasé, pardon, voilà, c'est phasé, le terme est plus juste, en fonction de la période Blaschko. Okay, on la voit bien là, ça monte, ça baisse. Donc ça, c'est l'étoile Blaschko de plus petite amplitude, c'est ça, Blaschko? Non, 1,5 de delta V, et pas de petite. C'est l'étoile Blaschko de plus petite amplitude. Ah oui, alors au passage, oui. Alors pourquoi j'ai choisi SSCNC? Parce qu'on va faire RR Liré, c'est qu'RR Liré, c'est 39 jours.
39 jours, c'est long. Donc pour avoir plein de points sur 39 jours, toutes les mesures possibles et inimaginables, pour arriver à faire des courbes complètes, c'est difficile. Donc j'ai choisi SSCNC, Cancri, SS Cancri, qui est l'étoile Blaschko, qui a la période de modulation Blaschko la plus faible connue, 5 jours. Voilà, et elle a une période d'à peu près 0,33 jours, une période de pulsation. Donc c'est bien parce que sur une dizaine de jours, une quinzaine de jours, on peut suivre toute la période Blaschko, faire des mesures dans plein de bandes, etc. Donc avoir suffisamment de matière pour essayer de tenter d'appliquer des méthodes un peu plus sophistiquées. 12. Et tu avais essayé de la faire, toi, en spectro, et c'était un peu limite, quoi. Proposé 1200 secondes de pause, donc ça se fera un Faut un T152, là. Vive le 50. double travail. Donc voilà, donc ça c'est. Donc je me suis amusé à comparer, en fait, j'ai reproduit les mêmes courbes que ce qu'avait fait Concoli, hein, pour voir si mes données avaient une qualité qui était comparable ou si j'étais complètement à la rue par rapport à ce qu'ils faisaient. Donc a priori ça ressemble un petit peu. Ça c'est les résidus de la courbe une fois qu'on a enlevé la fréquence fondamentale et toutes ses harmoniques. Donc à Concoli il reste ça, moi il reste ça. C'est plus bruité chez moi, hein, on est d'accord. Hein. Voilà, donc ça c'est la fameuse décroissance exponentielle dont on parlait, des amplitudes de Fourier. Pourquoi vers 0,5 de phase? Parce que c'est phasé sur... c'est ici c'est le Blaschko qui fait ça. C'est au niveau du maximum que ça fait la plus grande variation. De quoi? Ouais. Alors, si on fait l'ensemble de mes données, on voit bien Blaschko, hein, ça marche bien. Hein. Voilà, ça c'est Concoli. Alors Concoli a plus de mesures que moi. Ils sont moins bruités, mais ils en ont plus. Il y a un rapport, hein, a priori, entre le nombre de mesures et le bruit. Hein. Voilà. Ensuite, je me suis amusé à faire les spectres de Fourier des données. Donc ça c'est Concoli, ça c'est moi. On retrouve bien les mêmes fréquences. Voilà. Donc Adam Sodor, quand il m'a répondu, après moult mails, me disait que c'était intéressant en soi que sur une période de 8 ans, alors que c'était plutôt normalement il est censé y avoir des évolutions plus ou moins rapides, qu'on retrouve des fréquences qui soient comme ça aussi proches. Alors ça, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, mais en tout cas il m'a écrit ça. Que en soi, mon observation était au-delà de la méthode IPM, puisque c'est pour ça que je l'ai contacté, que c'était intéressant qu'il y ait une reproduction des fréquences aussi précises. Ah, parce qu'ils ne font plus de mesures maintenant, hein. Non, parce que lui, il a fait sa thèse là-bas, et ensuite il était en postdoc en Belgique. Et là, il repart à Concoli en juillet. Voilà. Tu veux dire que tes Donc, mesures du coup, ont été comparées à des mesures faites à Concoli il y a 8 ans. Oui, voilà, en 2003. Voilà, exactement. Il n'y a pas de fréquence additionnelle. Voilà. Donc ça, c'est le spectre pré-blanchi, hein, c'est-à-dire c'est exactement la même chose que tout à l'heure. On a supprimé la fondamentale et toutes ses harmoniques. Donc il reste... voilà. Bon, alors là, c'est pas très bien résolu, mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que ces fréquences-là, comme ça, là, qui ont cette décroissance-là, en fait, il y a des triplés là. Et en fait, chaque valeur, là, c'est la fréquence de pulsation, F0, et puis toutes ces harmoniques. Et après, il y a des triplés avec la valeur de la pulsation moins la valeur de la modulation Blaschko. En fait, chaque truc, c'est une triplé. Ça, c'est typique des étoiles Blaschko. Voilà, ça c'est la suite. Pardon? La fenêtre est retirée. Pourquoi tu... La fenêtre est retirée, pardon, je comprends. Oui, dans ce que tu montres là. Ah oui, la fenêtre, oui, tout à fait, ouais. Ouais. Alors je ne l'ai pas montré. Alors là, c'est le transparent, mais j'ai fait un comment... Il n'y a que vous qui avez compris l'histoire de la fenêtre. Eh ben, c'est quand on fait la transformée de Fourier, en fait. Je ne vais pas me lancer dans une explication, je vais dire des bêtises. Non, mais je t'en prie. C'est pas moi qui ai posé la question. Voilà, mais dans le document complet que j'avais fait au départ là-dessus, pour envoyer à Denis et puis pour montrer à Concoli, pour essayer de les convaincre de m'expliquer la méthode IPM, voilà. J'avais effectivement détaillé, il y avait beaucoup plus de comparaisons que ça, je pourrais vous montrer si ça vous intéresse. Voilà, donc en gros la réponse de Adam Sodor, c'est de dire oui, ça m'intéresse, mais non, je ne peux pas envoyer l'implémentation du code, mais je veux bien l'appliquer sur les données en question. Voilà, donc il est prudent peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc normalement, comme il rentre en juillet à Concoli, il est censé traiter avec la méthode IPM mes données en juillet.
Donc on verra ce que ça donne. Est-ce que mes données sont suffisamment précises? Parce qu'a priori, c'est quand même assez sensible à la qualité des données. C'est pas gagné, hein. Mais quand on compare, ça ressemble, quand même méchamment. Donc on ne doit pas être complètement à côté, quoi. Voilà, donc ça c'est la suite, parce que je vous ai montré mon ancien observatoire, mais j'en profite un petit peu pour mon nouvel observatoire. Donc la suite, c'est ça. Et voilà, ce qui permettra que pour le match, comme en Metz versus Concoli, l'année prochaine, je vais avoir de quoi me défendre un peu plus. Voilà. Ouais, mais à 2,8. Hein. Ah bah oui, ça envoie quand même. Pour la spectro, c'est bien. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai raconté, parce qu'à la limite, c'est pas très important, ce que j'ai raconté, c'est qu'il faut faire des mesures avec des filtres photométriques, systématiquement, qu'il faut essayer d'avoir la meilleure précision possible, qu'il faut observer sur toute la période de l'étoile et pas uniquement lors des maxima, parce que ça c'est intéressant pour phaser, pour dire aux spectroscopistes oui, le choc a eu à 0,91, etc. Mais après on ne peut pas tirer beaucoup plus d'informations de ça des données. En revanche, quand on a les phases complètes, on peut appliquer des méthodes beaucoup plus sophistiquées et retirer de l'information physique. Donc ça c'est pour, enfin je dis ça pour les photométristes, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a au moins là-bas. Il faut qu'il, voilà, à droite au fond, il faut qu'il observe sur toute la période de l'étoile. Tout le temps. Il faut évidemment mettre ces magnitudes dans le système Johnson-Cousin, et ça veut dire qu'il faut calibrer son installation correctement. Voilà, ce qui n'est pas forcément... Il y a plein de gens qui utilisent des filtres. Je pense que je ne sais pas si tu fais des calibrations. Voilà, parce qu'en fait, il faut calculer les coefficients d'extinction, enfin, qui sont propres à ton propre système. Voilà. Enfin bon, c'est un autre sujet, mais ça on trouve plein de docs là-dessus. Voilà, je crois que j'ai tenu le chrono à peu près. Ça serait quoi? Ça serait que s'ils arrivent à te livrer ou te dévoiler... Bah, je crois que l'idée, c'est que si une fois qu'on commence... Faire ça sur RRLiré? Non, sur un maximum de RRLiré. En fait, l'idée, là, tu me diras si je me trompe, c'est que Adam Sodor est content de cette petite collaboration, donc du coup, il est en confiance, donc il accepte de donner son implémentation de son code et d'expliquer comment ça fonctionne pour le faire fonctionner, et que, quitte après à ce qu'on collabore et qu'on le cite évidemment à chaque fois qu'on utilisera ça, et ensuite on fait un petit réseau d'amateurs équipés de fils photométriques, on observe un maximum derrière l'IRE et on complète les données de Denis grâce à la méthode IPM. C'est ça l'idée. Oui, parce qu'il y a un type qui a proposé une explication du fait de Blaschko, c'est ma pomme, et on peut vérifier si cette théorie est bonne ou fausse, parce que moi je prédis que toutes les étoiles Blaschko dans le diagramme HR ont une position, sont dans une zone précise, et que les étoiles non Blaschko sont dans une autre zone, et il n'y a pas recouvrement. Donc il suffit de trouver une étoile Blaschko qui ne soit pas dans la zone que je prédise pour que mon explication... Pour invalider ton modèle, ouais. Donc le but du jeu, c'est de casser le modèle de Denis. Il y a eu 19 étoiles non Blaschko qui ont été observées par le satellite Kepler, avec des précisions photométriques de l'ordre du 10 millième de magnitude. Elles se placent toutes en dehors, dans la bonne zone, par rapport à mon modèle. Et il y en a 9 qui ont été observées, mais des Blaschko avec la méthode qu'on vient de raconter, qui se placent aussi dans l'autre bonne zone. Mais la force statistique est intéressante, mais n'est pas suffisante pour effectivement confirmer effectivement que l'explication risque d'être bonne ou mauvaise. Voilà. Enfin bon, après moi je crois que l'aspect intéressant c'est que surtout il faut observer tout le temps, ce qu'on ne faisait pas l'année dernière. Oui, par rapport au... On n'observait que les max. Et c'est dommage parce que si on aurait pu faire un suivi photométrique plus complet, même sur les RLIRE, et du coup récupérer des données. Oui. Moi j'avais vu une fois un tableau qui m'avait semblé intéressant sur les courbes photométriques, et chaque moment des phases, il y avait le spectre correspondant. Est-ce qu'on pourrait, Oui, alors ça c'est un autre sujet, mais effectivement le fait de faire comment ça s'appelle, une frise temporelle, dans laquelle à la fois on aurait les événements photométriques, les événements spectroscopiques, voilà, ce serait super didactique pour tout le monde. Voilà, on avait même pensé à aller au-delà, c'est-à-dire qu'en plus de cette frise, de la faire quelque part à côté avec une animation 3D, c'est-à-dire que quand on se déplace sur la frise, à la fois on voit les événements photométriques, on voit les événements spectroscopiques, mais on voit aussi une animation de l'étoile qui pulse, éventuellement avec les chocs qui se déplacent dans l'atmosphère, etc. Donc on avait évoqué ça, ce projet l'année dernière. Ouais, ce serait vachement intéressant de faire ça. Parce qu'après, on comprendrait visuellement, on verrait l'étoile pulser devant nous en voyant
Voilà, donc là il suffit de prendre un théoricien qui nous donne les éléments clés, et puis on colle nos observations et on construit ça. Oui, mais ça c'est très bien. Alors, Mais c'est- une remarque que m'inspire ton exposé, c'est que pour l'instant, tu vas déterminer la luminosité et la température effective, mais tu n'es pas capable de nous dire à quelle précision. La température effective, elle a plus ou moins 100 K, plus ou moins 50 K, plus ou moins 100 K. Je crois que c'est de l'ordre de, non, de l'ordre de 50 K, je crois. Ça c'est du baratin. Ah, c'est ce qu'ils écrivent. Non, 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 mais c'est du baratin. On ne sait pas. Moi, je ne suis que le rapporteur. Par contre, une façon de savoir, Oui. si tes données sur SS machin sont à peu près équivalentes en quantité et en nombre J'en ai un peu moins, mais que celles des Gaulois, là, ouais. à ce moment-là, comparer indépendamment les valeurs que vous trouvez va vous donner une idée de la précision. Oui. Réelle. Tout à fait, Vous oui. êtes à 50 K ou à 200 K, ça va vous donner en gros une idée de la barre d'erreur. Oui, oui. Alors bon, là je les ai pas montrés, mais moi je me suis amusé à tracer les courbes empiriques en fait, hein, et bon, j'ai des petits problèmes. Mais bon, je pense que, enfin, j'ai montré d'ailleurs hier, il va confirmer que ça c'est pas bon comme résultat. Voilà, même où j'ai fait les courbes de vitesse radiale, je suis sur une amplitude de 80 km par seconde, donc c'est trop. Enfin voilà, il y a des... Je suis pas très bon, quoi. Et en température, j'en parle même pas, puisque je suis entre 8 et 16 000, et ça c'est pas possible. C'est plutôt, puisqu'elle est plutôt vers les 6500, donc on doit être entre 6000 et 9500, ou un truc comme ça, quoi, en fonction de l'instant de la phase. Mais après, j'applique pas forcément correctement la méthode. Ça vient de mes lectures. C'est difficile de trouver de l'information parce que c'est sur plein de petits articles éparses. Les informations sont pas détaillées. Quand ils mettent, je sais pas, là tout à l'heure, la phase, là on met phi 3.1 comme si tout le monde savait ce que c'était. Il faut déjà trouver que ça correspond à la phase d'une décomposition de Fourier, et que quand il y a le petit 1 à côté, ça veut dire qu'on a enlevé 3 fois enfin qu'on a enlevé n fois la valeur de la phase pour le premier. Enfin, toutes ces informations-là, en fait, on les trouve sur 50 documents différents. Et puis je pense que le cœur du truc, il est écrit en hongrois dans la thèse. Donc, et alors là, j'ai essayé du Google, c'est même pas la peine, on comprend rien. Donc je crois que même en hongrois, je suis mieux. donc voilà. Donc, l'idéal, ce serait qu'il va nous expliquer. En plus, il a fait son postdoc en Belgique, il doit parler un minimum le français, ou au moins l'anglais. Donc voilà, il a mangé des frites correctes. Attention à l'information, quand même. Bah, écoute, ce qui est sûr, c'est que sur son article, il dit pour obtenir le programme, contacter l'auteur. Et quand on contacte l'auteur, effectivement, on sent qu'il est prudent. Voilà, c'est-à-dire qu'à la fois il a enthousiasme, et à la fois, voilà. Mais il a dit c'est parce que c'est pas commenté mon code, que c'est pas facile, etc. Donc plutôt que d'expliquer, il vaut mieux que vous m'envoyiez vos données. C'est une fin de non-recevoir poli, quoi. Il y a une autre raison. Oui, c'est que. J'ai mis aussi, alors il faut voir que dans les échanges, j'ai mis en copie Monsieur Gillet aussi, qui doit connaître, hein, donc aussi c'est peut-être ça qui fait peur. Hein. Dans son programme, tu dépouilles, tu publies, tu le mets dans les remerciements. Oui, Mais s'il dit, bah, attends, moi je vais le calculer, donc là vous faites une publication à 2 auteurs. d'accord. Tu vois? Oui, oui. Ok. Moi, ce qui me gêne, c'est que tu détermines les températures effectives, le rayon d'étoile sur des valeurs empiriques. Oui, mais après je les réajuste. Ensuite. Je les réajuste après pour coller aux courbes photométriques réelles. Ouais, mais après tu vas chercher un modèle Ouais. qui correspond donc à cette température, rayon d'étoile et masse. Ouais. Et puis après, je vais faire varier, grâce à l'algorithme, de manière itérative, justement, ces courbes de température empirique, parce que je sais qu'elles sont fausses, jusqu'à obtenir exactement les mêmes courbes photométriques. Mais après, Non, mais après, voilà, c'est difficile pour moi de juger de la pertinence. Hein, je ne suis pas en train de vous présenter oui, voilà, ouais, d'une méthode. Je suis vraiment, enfin, je sais pas pour me protéger de quoi que ce soit, voilà, mais c'est vrai que je rapporte quelque chose. J'imagine que c'est pertinent puisque Denis m'a dit d'aller dans cette direction. C'est pour ça que je l'ai fait. Mais autant, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Je veux dire, tant qu'à la précision, hein, c'est du grand n'importe quoi. C'est sûr que ça ne va pas être complètement à l'ouest non plus, puisqu'ils l'ont calibré sur un certain nombre d'arrêts et ça marche. Voilà, ne serait-ce que la vitesse radiale, ils disent qu'ils tapent à 3,5 km/s, c'est super précis. Enfin, ça me paraît même diabolique comme précision. mais
Voilà, mais ce qui serait intéressant, voilà, c'est que si on pouvait le faire, par exemple sur RLR, on pourrait s'amuser à faire la courbe en IC, là, à faire la formule empirique, et puis à faire la mesure de vitesse radiale, pendant juste une pulsation complète, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire tout double H-co. Hein, voilà. Donc si on peut couvrir l'équivalent d'une phase complète, voilà, tu fais les mesures de vitesse radiale avec ton échelle, et puis on compare et on va voir. Toi, tu auras des. Ah, il y a le facteur de projection, mais voilà, on le connaît, c'est un 33 ou un je sais pas combien là. Voilà. Pour transformer les vitesses radiales en vitesse de pulsation. On est dans une nanosphère. Ça, ce serait très intéressant, mais il faudrait qu'un spectroscopiste le fasse avec moi. Au moment du maximum de luminosité, c'est la surface des pôles qui est la plus grande. Non, au maximum de luminosité, elle est C'est la température. la plus petite, c'est la température, parce que la température est en puissance quatrième, alors que la surface, elle est en puissance 1. Donc c'est surtout la température qui joue. Les problèmes de... Enfin, il y a un petit décalage, hein, mais c'est ce que j'avais essayé d'expliquer vaguement là, dans le premier article, tu sais, que j'avais fait pour la newsletter. Il y a quand même un petit décalage entre le moment du rayon minimum et la température maximum. Parce qu'il y a une partie de l'énergie qui est stockée dans la couche d'hélium et qui sert justement à entretenir le mécanisme de la pulsation. Donc c'est pour ça qu'il y a ce décalage-là, sinon ce serait exactement pareil. Mais les spécialistes expliqueraient beaucoup mieux que moi ça. Voilà. Sur la méthode, si j'ai à peu près compris que tu fais un premier calcul approximatif Oui, de la masse, de la température, des paramètres physiques, tu ouais. choisis un modèle. Après, je vais dans voilà, je vais dans le. Et après, ce modèle te permet de déterminer de façon plus précise ces mêmes paramètres. Voilà, et je vais reprendre dans la table. Est-ce que tu reprends notre Ah oui, modèle c'est itératif. Ouais, Tu fais ça plusieurs fois. Oui, c'est-à-dire que je vais faire exactement, tu fais ça plusieurs fois, c'est itératif. À chaque fois, tu vas recalculer les courbes que te donne le modèle. Et tant qu'elles ne fitent pas parfaitement, bah, tu continues à itérer. Ça doit converger normalement. Et quand tu as convergé sur la courbe que tu as mesurée, c'est que tu as les bons paramètres physiques. C'est ça l'idée. Tu n'es pas sûr que les sites de convergence, le site de convergence est unique dans cette méthode. On peut avoir plusieurs convergences possibles en fonction. Oui, il y a peut-être plusieurs mini. Enfin voilà, effectivement. C'est pour ça qu'il est intéressant de comparer deux méthodes, deux approches. Oui, mais c'est vrai que comparer, en fait, ce qu'il faut, c'est comparer avec Bad-Weselling normal, c'est celle du début. Celle du début, elle nécessite à la fois de la photométrie et de la spectroscopie, mais celle-là, elle n'est pas très compliquée. Faire des vitesses radiales avec un échelle ou même un LIRES, je pense que c'est pas très très compliqué. Enfin, c'est accessible sur une étoile magnitude de la magnitude de RLR. Donc on a tout à fait les moyens d'appliquer la méthode les moyens observationnels en tant qu'amateur de faire la méthode Bad-Weselling sur RLR. Sans problème. Moi, je pense que ça a été fait 1000 fois, mais ça permettrait de comparer avec cette méthode-là. Moi, pour l'instant, j'ai observé que SSCNC en plus, de manière complète. La seule étoile que j'ai en données avec à la fois tout Blaschko et toutes les pulsations, c'est SSCNC. Sur RLR, on a que des morceaux à chaque fois. On n'a jamais des trucs complets. Mais l'idée, on ne peut pas faire une période complète. Il y a un jour qui arrive. Si, on pourrait. Ouais, mais on le fait sur plusieurs semaines. Mais là, c'est plus la même pulsation que tu mesures. Oui, mais en fait, on ferait sur la pulsation moyenne. Tu en donnerais plusieurs. En fait, ça s'applique, la méthode, tu peux prendre soit les courbes d'une nuit, enfin d'une phase complète, soit la courbe moyenne d'une phase Blaschko, ou des choses comme ça. Travaille sur les valeurs moyennes. Les paramètres que tu détermines, c'est température effective moyenne, luminosité moyenne. Ouais, non, Sur ça, la période Blaschko sur laquelle tu travailles. pas forcément. Si, tu l'as écrit. Non, non, j'ai pas écrit ça. Tu détermines la température effective moyenne et la luminosité moyenne. Où c'est que j'ai écrit ça? Mais je veux dire, c'est déterminé quoi. Parce que tu vas la faire très basse. Non, parce que c'est des paramètres qui dépendent de la... La température effective moyenne. Ouais, tu as raison. site de pulsation. Ouais, tu as raison, t'as raison. T'as raison. Oui, mais ça, c'est pour injecter là-dedans. Mais en fait, après, la température que j'ai au départ, c'est pas la température moyenne. C'est avec mon premier template, ma première relation empirique, celle-là, elle dépend de la phase. Parce que ça dépend de la phase. Donc en fait, c'est TF de phi, ça. Oui, mais la valeur que tu sors en finale, c'est TF moyen. Ouais, ce que je sors en finale, c'est TF moyen. Oui, parce que dans le modèle d'atmosphère, c'est TF moyen, de toute façon. Non, je l'ai pour chaque point de la phase. Hein. Non, je l'ai pour chaque point de la phase. Blaschko, mais c'est à chaque fois une TF moyenne sur la période de pulsation. Ça dépend ce que tu mets dedans au départ. Si tu mets que... La finale que tu cherches. Ah oui, c'est ce que toi, tu t'intéresses, oui. Mais c'est ça.
Oui, d'accord, ok. Mais on pourrait s'amuser à calculer la température pour chaque point de la phase sur une. Ça donne ça aussi. Toi, ce qui t'intéresse, c'est la température moyenne sur la phase Blaschko. Mais la méthode, elle ne donne pas que ça. Elle donne la température en fonction de la phase. Ça peut varier combien au cours de la phase Blaschko? Il y a 3000 degrés d'écart entre. Sur la période de pulsation. Oui, sur la période de pulsation, oui. Ouais. Sur la période de Blaschko, c'est 50 heures. Ah oui, c'est dans la barre de Rorke. Mais on peut. Enfin voilà, je veux dire, elle donne sur la pulsation, on a bien TF de phi. On va avoir des courbes de. D'ailleurs, ce que je t'ai montré hier, c'était une courbe TF de phi. Philippe, sur lequel c'était n'importe quoi en termes de température, mais puisque c'était entre 8000 et 16000 degrés. Mais bon. Oui, mais c'est une courbe moyenne. Non, c'est. Sur la période, sur le cycle Blaschko. Oui, c'est une courbe moyenne parce que. Non, c'est pas là. Oui, c'est une courbe moyenne parce que j'ai pris cette courbe verte qui est la moyenne sur la phase Blaschko, effectivement, mais je pourrais prendre juste une, là, comme ça, si elle est complète. Et effectivement, je l'ai fait, mais ça marche si on prend juste ça. Juste ce petit bout-là, il faut qu'elle soit complète sur la pulsation. Mais la pulsation, c'est 8 heures, donc c'est gérable de l'avoir en entier sur une nuit, puisqu'elle est très très courte. Donc je pourrais avoir une courbe complète. En fait, effectivement, on peut l'appliquer soit sur la courbe verte, qui est la courbe moyenne, mais soit sur une des courbes noires, ou bleues. Ah oui, sur RR Liré, tu parles. Oui, bien sûr, c'est impossible sur RR Liré, puisque c'est 13 heures, et des nuits de 13 heures, il n'y en a pas, à part en Antarctique. En Antarctique, on pourrait, effectivement. Mais RR Liré, je ne sais pas si on la voit au pôle Nord, si. Voilà. Enfin bon, l'idée c'est aussi qu'on peut aller plus loin, qu'en termes avec des données amateurs, on peut commencer à faire de l'analyse, faire de l'astrophysique, à essayer de remonter aux paramètres, et pas simplement remplir les bases de la VESO. On ne peut que t'applaudir. J'ai ça pour le fait. Merci. Merci. Bon, alors si vous voulez, oui.